poser de questions sur les coûts. Écoutez, d'abord, je dois mentionner que Unité-Né, il y a quand même des montants qui sont davantage qu'ailleurs. Il y a eu de la philanthropie, mais on parle de 5 millions pour 1000 unités. Là. C'est pas, ils n'ont pas financé. Nommez-moi quelqu'un qui a accepté de faire ça. Mais reste que c'est pas ça qui va permettre qu'on construise énormément de logements au Québec. Deuxièmement, c'est plutôt le fait, la façon qu'ils ont construit qui a permis de réduire les coûts. Troisièmement, PSL, c'est à la personne. C'est limité à 50 par projet, si je ne me trompe. Non, pas du tout. Mais ça reste que c'est à la personne. Donc, à tout moment, si la personne quitte, ça peut changer. D'ailleurs, ici, on l'indique dans le programme, là, que les loyers vont pouvoir être augmentés si quelqu'un quitte, selon les règles prévues de fixation de loyer régulière. Et là, on a parlé de logements à but non lucratif, mais dans les demandeurs admissibles, ici, ce programme, c'est ouvert à tout le monde, le privé également. Même il est encouragé, le privé, dans le programme, là. Donc, ce n'est pas avec ce programme-là qu'on va augmenter énormément non plus notre part de logements hors marché, là. Alors, votre question? Bien, je vais répondre là, un commentaire à libre. Alors, pour ceux qui s'inquiètent là, de la part du privé dans toutes nos démarches pour construire le plus de logements possible et de tous les types de logements. Fait que l'abordabilité peut varier, mais l'important, c'est de multiplier les projets puis d'augmenter tous les types de logements. Bien, voyez-vous, là, je veux rassurer tout le monde, 94,2 de tout ce qu'on a dans le pipeline là, actuellement de logement, 94,2 est détenu par des entités à but non lucratif. OK? Puis il y en a 5,8 portés par le privé. Puis on aurait été bien fou de ne pas les accepter. Ils étaient prêts, ils étaient moins chers que les autres, ils ont une garantie d'abordabilité pour 35 ans. Donc, ça me fait du logement moins cher pour des gens qui en ont besoin. On n'est pas dogmatique, on construit, puis on livre pour tout le monde. Oui. Écoutez, oui, merci. On dit dans les critères qu'on va choisir les projets permettant de construire une proportion plus grande de logements abordables et abordables intermédiaires. Ceux-là vont être priorisés. Donc, je pense qu'on va inciter les groupes qui vont présenter ici à prévoir les loyers les plus élevés. Ils vont se rendre au montant maximaux que la SHQ pour pouvoir en faire davantage. Parce que si le loyer est moindre, donc il y a moins de revenus qui reviennent, donc il y aura besoin de plus de subventions, etc. Fait que pour finalement en faire davantage, bien, ils vont monter les loyers. Ensuite, je vous ai entendu dire on va choisir ceux que le coût revenait le moins par unité. Mais ça amène aussi une discrimination envers les projets qui ont besoin d'acheter des terrains plus coûteux versus ailleurs où les terrains sont beaucoup moindres ou sont offerts gratuitement dans certains cas. Donc, est-ce que vraiment c'est le programme qui va répondre aux besoins ou là où ils sont les plus criants? Bon. Alors, rectification. On questionne les coûts, comme ça ne s'est jamais fait. Et puis, on distingue aussi le coût de construction au pied carré, hors sol, versus le coût du terrain. Donc, on compare des pommes avec des pommes au niveau du prix coûtant. Fait que si un terrain coûte plus cher à Montréal qu'à Lévis, bien, ça va être pris en considération dans l'analyse. Alors, ça, c'est cours 101 là, en matière d'immobilier. Ensuite de ça, le programme de financement en habitation, c'est un outil additionnel. C'est pas on ne fait plus de logement pour les personnes les plus vulnérables. Vous savez, ça ne marchera pas le montage financier pour les clientèles plus vulnérables. Ça a besoin d'être davantage subventionné. C'est juste un outil additionnel parce que les besoins sont très grands, puis il faut augmenter l'offre de tous les types de logements et un parapluie dans tout ça, il faut augmenter de manière générale l'offre de logements à but non lucratif. Pour y arriver, il y en a qui sont très subventionnés, il y en a qui le sont un peu moins, qui sont plus abordables, puis il y en a qui le sont un petit peu moins parce qu'ils ont du prêt, on se rapproche plus d'un loyer qui est plus près du marché, mais ultimement, c'est détenu par un organisme à but non lucratif, puis dans 15 ans, mon abordabilité, elle a grandi. Alors, c'est le modèle dont vous aimez parler
à Vienne, en France. Les modèles européens sont basés là-dessus depuis plus de 50, 60, 75 ans. Alors, c'est ça qu'on fait. Mais ça ne dit pas que ça doit être détenu par un OBNL ici, là. Ça peut être du privé, là. C'est pas du tout... Effectivement, on n'est pas dogmatique. Effectivement, le programme d'habitation abordable est ouvert à tout le monde. Puis je tiens à rappeler que la proportion demeure très raisonnable, hein? Moins de 5,8 % de projets privés parce qu'ils étaient prêts. Ouais. C'est une préoccupation de la SHQ de livrer du logement à but non lucratif. C'est ce qu'on démontre ici. S'il y a un projet privé qui tient la route, qui répond à des besoins, bien, on le considère. Faut comprendre qu'en région, particulièrement, vous étiez préoccupés par les régions tantôt, là. Bien, nous aussi, on l'est. Puis en région, souvent, ça va être pour des travailleurs. Puis là, on a des joueurs privés qui veulent construire. Puis bon, pour différentes raisons, c'est un projet privé qui va nous être présenté. Moi, les gens viennent me voir puis m'en parlent des projets. Alors, je veux le plus de flexibilité possible dans les programmes pour être capable de répondre aux besoins. Le FAC, quand il a été créé, il y avait du privé, mais on a pu voir qu'effectivement, il y avait peu d'intérêt du privé dans ce programme-là. Mais je pense que c'est plus par la mouture du programme. C'est pas que les privés n'ont pas d'intérêt à construire. Quand ils ont un programme adapté à eux, ils embarquent. Mais ici, ça se peut très bien que la proportionnalité du nombre de privés augmente substantiellement. Mais là, qu'est-ce que vous voulez? Là? Je comprends pas. Vous dites deux choses et son contraire. Ouais. S'il vous plaît, pas vous interpeller. Je fais juste souligner que c'est pas parce que la proportion que vous montrez des programmes précédents était faible en termes de privés. Ce programme-là, ça pourrait être différent, surtout qu'on ajoute une nouvelle définition qui n'existait pas. Le logement abordable intermédiaire. Et donc, comme ils vont pouvoir, évidemment, charger plus cher par mois, mais ça va avoir un intérêt supplémentaire pour faire ces frais. Mais la question, c'est est-ce que ça va vraiment répondre aux besoins les plus criants? Ceux qui, actuellement, là, à 1 500 $, ils peuvent pas là, se le payer. On avait ce matin... les données sur ce qui est un revenu viable au Québec pour une famille de 2 enfants, 2 adultes. Actuellement, là, on est les montants que ça coûte un loyer, c'est bien au-delà de ce que le revenu, disons, maximal de la SHQ qui est prévu dans les programmes. Donc là, il risque d'avoir un enjeu où ceux qui en sont les plus en besoin ne pourront pas payer les loyers qui seront prévus dans ces projets avec du logement abordable intermédiaire. Encore une fois, je ne sais pas ce que vous recherchez, là. En fait, je le sais. Mais moi, ce que je dis, c'est que je multiplie les façons d'intervenir. On a besoin de tous les types de logements et surtout, on a besoin d'augmenter le nombre de logements à but non lucratif. Donc, j'ai plusieurs outils là, qui me permettent de faire ça. Oui, le privé a le droit, mais à un moment donné, on juge des différents projets, puis on a aussi des contraintes budgétaires à respecter. Donc, il y a des limites à ce qu'on est capable de faire à l'intérieur des budgets disponibles annuellement. Je pense que ça nous donne, au contraire, une marge de manœuvre pour répondre oui dans un cas où ce sera pertinent. Mais c'est sûr que entre 2 projets, un à but non lucratif pour toujours, puis un privé, toutes choses étant égales par ailleurs, je pense que le projet à but non lucratif devrait l'emporter parce que c'est une abordabilité pour toujours versus 35 ans dans le cadre du programme FAC avec un privé. Mais parfois, ça va permettre de répondre à une demande spécifique, puis ça va être important d'y répondre. Donc, on se donne les outils. Si vous aimiez mieux travailler avec Accès Logis, cantonné dans une seule façon de faire, subvention, on a peur d'avoir peur, c'est correct. Mais moi, je multiplie les façons d'intervenir. Je vais juste souligner qu'à Gatineau, si je fais le même exercice pour un 2 chambres à coucher, on est à 1 678 le loyer potentiel dans un ce qui est en bas du marché. Logement intermédiaire. Oui, mais ce qui est
peu de gens ont les moyens de se payer dans la réalité. Je vais terminer avec une question. Les unités qui seront subventionnées, subventionnées ou plutôt financées dans la catégorie logement à loyer basé sur les coûts réels, est-ce qu'elles vont compter dans les chiffres du gouvernement, vu qu'on parle juste de garantie de prêt dans ce cas-ci? Les unités livrées, est-ce qu'on va les inclure alors que c'est juste des garanties de prêt ou du capital patient? Bien, si ça te prend une garantie de prêt pour avoir ton prêt de la banque pour être capable de livrer 1000 logements, le gouvernement est la bougie d'allumage dans ce projet-là. Il permet de livrer du logement à but non lucratif. Donc, on va compter des unités qu'on n'aura pas financées au bout du compte avec de l'argent comptant. Parfait. Merci. Ouais.